Allez, deuxième épisode concernant les formulaires HTML front-end. Donc ici, on va voir tous les types de input possibles, d'accord? On va voir les inputs textuels, on va voir les inputs de type nombre, date et heure, et puis on ira un tout petit peu plus loin avec ici les fichiers d'upload et puis les couleurs, et on fera également voir le résultat de chacun dans la console, et donc du coup on mettra aussi un petit peu de JavaScript pour, vous voyez par exemple ici, pouvoir mentionner la valeur sur laquelle on se trouve au niveau de ce range. Allez, on poursuit sur notre formation concernant les formulaires, et ici on va parler de tous les différents champs qui existent pour les formulaires. Alors, pour ce faire, on part d'un document HTML qui contient le code de base d'un document HTML5 qui pointe vers un fichier style.css et un fichier script.js qu'on remplira au fur et à mesure de nos besoins. Donc là, ici, on va mettre en place une paire de balises main, on peut titrer et on va dire les types d'input, voilà, donc qui sont à notre disposition. D'ailleurs, il n'y aura pas de S. Alors, ici, mettons en place un formulaire, paire de balises form, et donc on peut lui donner la méthode post. Voilà, on en avait parlé la dernière fois, je reviens pas là-dessus. Maintenant, on va mettre en place une petite section. On va la titrer et on va dire ici ce sera les types textuels. Donc là en fait c'est tout ce qui est input de type texte, email, mais aussi pour les téléphones, etc. Et ça va surtout servir aux mobiles. Parce que là, en fait, quand c'est un type téléphone, on se retrouve avec le pavé numérique, par exemple. Bon, donc c'est important de bien les comprendre. Alors ici, le premier qu'on va mettre en place, ce sera, alors pareil, on va faire comme l'autre jour. C'est-à-dire qu'on va faire une boîte div et on va faire une classe form group. Comme ça, c'était très bien. On va conserver un petit peu notre hiérarchie de l'autre fois. Donc ici, on met en place un input de type texte, d'accord? Et lui va nous permettre de pouvoir écrire un champ texte. Et qu'est-ce qu'on avait dit l'autre fois? C'est mieux de labelliser, de mettre un label pour le mettre en relation avec notre input. Alors ici, on va l'appeler par exemple texte. Je vais l'écrire en français pour qu'il n'y ait pas de problème. Ici, on va mettre notre attribut name, on va l'appeler texte, et notre attribut ID, on va également l'appeler texte. Alors j'ai pris l'attribut name parce que on viendra aussi manipuler tout ça en JavaScript. Est-ce qu'on fait comme l'autre fois? Non, pas nécessairement. Je vais pas les mettre l'un en dessous de l'autre. Parce que l'autre fois c'était pour les présenter, tous les attributs. Là, je vais les laisser à la ligne. D'accord? Après, vous ferez bien ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle en soi. Si vous préférez que ça soit l'un en dessous de l'autre pour une meilleure lisibilité, faites-le. C'est très bien également. Bon, ici au niveau du placeholder, je vais écrire texte libre. Voilà, par exemple, voilà. Et ici, je vais mettre au niveau du label texte. CTRL S. Voilà à quoi ça ressemble. Donc si je clique là-dessus, lui il a tout de suite le focus. Ça, on le connaît. Bien. Ça, c'est le premier type de champ. On va espacer un petit peu, voilà, pour que ce soit quand même plus agréable pour nous pour lire. Le deuxième type, pareil, au format textuel, c'est un type email. Donc là, ici, on va taper email. Label fort, on va dire email pour le mettre en relation avec le champ qui aura l'identifiant email. Ici, je vais mettre email et ici, je vais écrire marie@exemple.fr. Et là, le type, on prend le type email. Et le type email, nous permet de pouvoir compter sur
la bienveillance du navigateur, c'est-à-dire que si l'utilisateur n'entre pas un motif attendu, c'est-à-dire au moins quelque chose qui contient un arrobase, alors le navigateur interviendra pour dire que l'information entrée ici ne correspond pas à une adresse email. Ensuite, on va voir un autre type de champ qui serait le champ téléphone. Donc là ici je vais écrire téléphone. Alors juste je reviens sur là ici email. Voilà. Donc là ici on va faire un champ téléphone. Et là, c'est quoi? Alors je vais écrire tel ici, voilà, label for tel. On va mettre l'ID à tel, le name à tel, et le type, eh bien c'est tel. Et ça c'est quoi? Eh bien ça veut dire que dessus on va attendre sur le mobile automatiquement, donc ça sera le pavé numérique qui sera affiché. Alors ici on peut mettre 06, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, en guise d'exemple pour les gens, d'accord, voilà. Mais ça n'empêchera pas, vous voyez, de mettre ici des caractères alphabétiques, ok. C'est juste pour dire que quand on a ça, le smartphone, il met son petit pavé numérique en place, tout simplement. Bon. Ensuite, on aurait le type URL. Alors, le type URL, c'est pareil, ça va être contrôlé par le navigateur. C'est-à-dire qu'en fait, le navigateur va attendre que dans le champ, il y ait un protocole, soit un protocole HTTP, soit un protocole HTTPS. S'il ne le voit pas, alors il va dire qu'il y a une erreur. Donc ici, label for, on va écrire URL, on va le mettre en relation via l'ID, au niveau du name, on va mettre URL, et au niveau du type, eh bien c'est un type URL, voilà. Et donc ici, on peut mettre en exemple HTTPS tiens, je vais mettre mon site, carlbrison.fr, CTRL S, et voilà. Donc là, ici, c'est fini, d'accord? C'est les quatre champs de type textuel, donc qui sont relativement simples, mais aucun de ces champs n'interdit ou n'autorise, n'interdit des valeurs alphanumériques. Vous pouvez écrire n'importe quoi dans ces champs-là, d'accord? C'est juste, on pense, là, ici, celui-là, c'est vraiment pour les mobiles, et puis ici c'est un motif qui est comparé avec le navigateur, et là aussi c'est un motif qui est comparé avec le navigateur. Bien, donc on va à présent faire une petite mise en forme de ce qu'on vient d'écrire, ça sera déjà pas mal. Bon, déjà on va se repérer, voilà, donc au niveau du main, on a deux enfants, on a un H1 et un formulaire. Allez, c'est parti, donc on va aller chercher notre fichier CSS, et comme l'autre jour, il faut mettre des commentaires, c'est quand même plus agréable, ça permet de mieux se repérer ici dans son code. Alors attendez, que je me trompe pas, voilà, bon, ok, et je vais peut-être rajouter encore un signe égal, ok, pour que ce soit, voilà, ça soit bien. Donc là ici on va écrire quoi? Reset et base, voilà. Pour le reset, pareil, on va aller chercher notre sélecteur universel, mais également lorsqu'il a le pseudo-élément before et lorsqu'il a le pseudo-élément after, et on va neutraliser toutes les marges qu'on a par défaut, margin A0, padding A0, box, sizing, border box, et voilà, on a tout réinitialisé, c'est parfait. Alors maintenant on passe à la base, c'est-à-dire au body, et on va redéfinir notre body. Alors déjà au niveau de la couleur de fond de notre body, on va lui imposer un F0, F2, F5, voilà, un gris très très léger. On va imposer également une couleur de texte qui serait du 1A, 1A, 1A,
voilà. Et puis du coup, nous on va imposer un padding, puisque là du coup il n'y a plus rien du tout. On est calé au point haut gauche de la fenêtre du navigateur. Donc on va dire padding haut et bas de 2 rem et sur les côtés de 1 rem. Et voilà, le décalage est fait. Bon, si on pourrait définir aussi, c'est la police. Donc on va faire un font family et on va dire non pas serif mais sans serif. Ok, c'est pas mal. Bien. À présent, on va passer au main. Donc là, pareil, je vais juste décaler ça pour être... Bon, il veut pas. C'est bon. On va récupérer le petit commentaire et ici, on va dire qu'on va s'attaquer au main. Donc là, on est dans l'ordre de notre hiérarchie HTML. C'est plus simple, ça nous permet de mieux nous retrouver. Donc, on va aller chercher notre sélecteur main. À lui, on va lui dire, bah toi, tiens, tu auras un background color en blanc. Également un border radius, histoire d'arrondir un peu les angles, à 12 pixels. Voilà, donc là, ici, voilà à quoi ça ressemble. On va lui dire, tiens, tu auras un width à 100%, tu vas occuper 100% de l'espace qui t'est alloué, pardon. Mais par contre, tu ne dépasseras jamais 540 pixels. Max width 540 pixels. Donc là, ici, si on est en notre truc, voilà ce qui se passe. Bon, on pourrait le centrer. Alors, j'ai pas mis de flexbox. Là, on va le centrer avec la propriété margin. Voilà. Et on va dire bien au bas 0 et sur les côtés en auto. Et pouf, notre boîte est centrée. Bien, un petit padding également, histoire que ça respire à l'intérieur, donc une marge intérieure de rem, voilà. Et puis on pourrait faire également une petite ombre portée, donc la propriété box shadow. Alors pour la première valeur, on va la passer à 0, c'est les ombres haut et basse. Non, pardon, gauche et droite. Donc là, il n'y en aurait pas. Pour la deuxième ombre, c'est celle qui serait en bas. Donc on va dire 2 pixels. Ensuite, pour l'intensité de l'ombre, on va lui dire 16 pixels. Et pour la couleur de l'ombre, on va prendre notre fonction RGBA, Red, Green, Blue. On va tout passer à 0 pour que ça soit en noir. Et enfin, on va dire, tu auras une ombre de 0,1 RGBA de 0,1. Oui, elle est là, elle est ici. Bon, pas mal. Bien. Maintenant, on va s'attaquer à l'élément suivant, c'est le titre de niveau 1 qui est là. Donc allons-y, on va aller chercher le titre de niveau 1. On va lui donner un font size de un font size, voilà, de 1.5 rem. CTRL S, voilà, on l'a réduit un petit peu, je vais réduire ça pour qu'on voit mieux, voilà. On va également lui donner un empattement de 600, voilà, que ça soit moins prononcé, et puis on va lui mettre une marge basse de 0,8 rem, voilà, histoire de l'idée solidarisée de la suite. Bien. Maintenant, on va passer au formulaire. Alors, au formulaire ou aux sections, comme on veut, je vais dire formulaire. Donc là, ici, on y va. On va récupérer, là aussi, notre petit commentaire et on va dire qu'on va passer au formulaire. Donc là, ici, je vais dire formulaire. OK, bien. Donc là, on va aller chercher notre sélecteur forme. Voilà. Et on va lui dire, bah toi tu vas passer en display flex, CTRL S. Alors il se passe rien maintenant, mais parce que après j'ai l'intention évidemment de présenter les autres types de input et ils seront également dans des sections. Et là, si je veux que les sections ne se collent pas, alors à ce moment-là, on va les gapper. On va mettre une gouttière et donc du coup, on va dire, en fait, on va pour accéder à la propriété gap, voilà. On dit, tu es en display flex, sinon toutes les sections vont être l'une à côté de l'autre et on va modifier leur direction. On va dire flex direction en column, comme ça elles resteront bien l'une en dessous de l'autre, et ensuite on va mettre un gap, donc une gouttière de 2 rem, et comme ça voilà, aucune section ne viendra se coller. Bon, maintenant place justement à la section. La section, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient,
Voilà, si je ferme ça, ça et ça, et puis celui-là, voilà. La section, elle contient un titre de niveau 2 et ensuite des boîtes div. Ok. Donc, pareil, ici, on va faire exactement la même chose qu'on vient de faire pour le formulaire, c'est-à-dire qu'on va gapper. Voilà, on va mettre une gouttière, donc du coup on va faire exactement la même chose. On va en faire des conteneurs à qui on va donner le display flex. On va modifier CTRL-S, donc là vous voyez que là tout est bien l'un à côté de l'autre. Donc on va modifier la direction avec la propriété flex direction et on va dire column, et donc du coup ça revient en colonne. Et enfin, il nous suffira tout simplement maintenant de mettre une gouttière de par exemple un rem pour que les choses s'éloignent l'une de l'autre. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Justement, on a le titre de niveau 2. Bon, on peut aller le chercher. Alors, pourquoi pas, on peut dire que c'est le titre de niveau 2 qui est enfant de la section. Bien. Pour lui, on va lui dire, toi, tu auras un font size de, alors on va l'écrire plus, voilà, il est ici, on va l'écrire plus petit, on va dire 0,75 rem. Son empattement font weight, on va le passer également à 600. On va écrire en majuscule. Donc on va aller chercher la propriété texte transform, oui c'est ça, et on va lui dire uppercase, et là on va tout écrire en majuscule. Voilà les types textuels, parfait. Et puis on va modifier la couleur, on va aller chercher une couleur moins prononcée, on va aller chercher un 888, voilà. Et puis pourquoi pas un petit, alors comme on écrit pas très gros, et tout en majuscule, il peut être sympa d'aller chercher la propriété qui s'appelle letter spacing, et on va dire 1 pixel, et donc en fait ça veut dire qu'on va écarter, regardez bien, pouf, on a écarté les lettres l'une de l'autre. Voilà, on a un petit peu élargi l'espace entre chacune des lettres. Et puis également, si on veut faire un petit effet, c'est-à-dire créer une bordure, un border sous le titre de niveau 2, sous le heading, on peut faire une bordure de 1 pixel, donc solide, et en termes de couleur, on peut aller chercher du E5, E7, EB, et là si je fais ça, on a tout de suite, voilà. Alors par contre, je voulais juste une bordure bottom en bas, donc je vais dire border bottom, uniquement une bordure en dessous. Et par contre, maintenant, on va mettre un petit padding, histoire d'éloigner la bordure du texte. Donc, on va mettre un padding de 0,5 rem, CTRL-S. Hop, ça n'a pas marché. Je recommence. Un padding de 0,5 rem, CTRL-S, et voilà, comme ça on a espacé un petit peu tout ça. C'est pas mal, et d'ailleurs ça nous a permis de nous espacer aussi de là et d'en haut, parce que la propriété padding est générique. Si je lui donne 0,5 rem, c'est partout, c'est tout autour, puisque le H2 c'est un type bloc, voilà. Bon, ensuite on continue. Donc là, qu'est-ce qui va nous intéresser maintenant? On va s'occuper des boîtes div, et elles ont la classe forme groupe. Et allons-y, on va s'en occuper. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va s'occuper, on va dire des groupes, pourquoi pas. Donc là, ici, on va aller chercher un petit commentaire, voilà, et on va dire maintenant, nous allons nous occuper des groupes. Donc groupe, c'est les éléments HTML qui ont la classe forme groupe. Voilà, donc on déclare ce sélecteur, donc la classe forme groupe. Alors là, pareil, donc la forme groupe, qu'est-ce que ça contient? À chaque fois, ça contient un label, un champ input. Voilà ce qu'on a dedans. Donc du coup, là aussi, nous ce qu'on voudrait, c'est les mettre l'un au-dessus de l'autre. Donc là ici on va les modifier, le display, on va le passer en display flex, il reste l'un à côté de l'autre, et là par contre on va modifier la direction en disant flex direction, je ne veux pas que tu sois en ligne, mais je voudrais plutôt que tu sois en colonne. Et ensuite on va mettre un petit gap, voilà, de 0,5, non 4, 0,4 m, pas trop, voilà, histoire de se désolidariser un petit peu. Maintenant, on va aller manipuler nos labels, voilà, donc là on va aller chercher notre sélecteur label. Alors pour lui,
on va écrire plus petit, on va faire un font size de 0,9 rem, CTRL S, voilà. Un empattement un peu moins prononcé, un font weight à 500 et une couleur moins visible, on va faire par exemple du 444. OK pour les labels. Et maintenant, il nous reste à manipuler nos inputs. Voilà, les champs input. Alors, je vais quand même leur dédier ici un... Non, je ne vais pas leur dédier de commentaires. Pas du tout. Allez, je vais faire donc pour les inputs, parce qu'on reviendra sur ce sélecteur tout à l'heure. Bon, on va... Alors, l'autre fois, vous vous souvenez, hein, je vous avais dit, j'avais fait un width à 100%, mais par défaut, ici, on est en stretch, donc ça occupe 100% l'espace qui est alloué. Donc, du coup, est-ce que je fais le width, est-ce que je fais pas? Ici, je vais pas le faire. Si vous voulez le faire, vous le faites. Bon. On va mettre un padding par contre, hein, histoire que ça respire un peu. On va mettre un padding de 6 rem au bas et un autre de 0,8 rem sur les côtés. Voilà. Bien. Maintenant, on va aller chercher la propriété border de manière à changer la couleur de la bordure, puisque là, elle est beaucoup trop prononcée. Donc, un pixel solide. Et en termes de couleur, on va dire D1, D5, DB. Donc voilà, ça sera la couleur de notre bordure. On va arrondir également les angles. On va aller chercher la propriété border radius et on va lui dire 6 pixels, que ce soit plus joli quand même, voilà. Ensuite, ce que l'on aurait pu faire, ça aurait été... non, je pense que là, pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vais pas aller au-delà. Donc, pour l'instant, on s'arrête là. Et puis après, on continue. On va continuer avec le button. On va faire un button parce qu'après, je voudrais qu'on aille manipuler tout ça en JavaScript. Bien, donc, afin qu'on puisse voir un petit peu toutes les valeurs qu'on va rentrer dans les champs de formulaire, qu'on les voit dans la console, il serait bien ici de mettre un button. Alors, on avait vu l'autre jour, puisqu'on avait écrit dans la console, justement, là, les connaissances, quand c'est des nouvelles connaissances, comme ça, c'est toujours un petit peu fragile, donc une petite répétition est toujours la bienvenue. Et d'ailleurs, après, on va faire encore d'autres types de champs, donc ça va être intéressant de pouvoir bien manipuler tout ça. Bon, donc ici, on va se mettre ici, voilà, avant la fermeture de la balise forme, et on va écrire un button. Alors, le type du button, d'ailleurs, je l'ai oublié, ce sera un type submit. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais recommencer parce que je ne suis pas là où il faut. Donc, j'ai dit un type submit. Voilà qui est bon. Et on va écrire quoi là-dessus? On va écrire voir les valeurs dans la console. OK. CTRL S. Et voilà notre button. Maintenant, un petit coup de CSS histoire de rendre ça joli. Donc là, ici, je propose que l'on fasse, pareil, un petit commentaire. Et on va dire, ici, ce sera le CSS pour le bouton. Voilà. Donc là, ici, on va aller chercher directement notre sélecteur button. Alors pareil, je ne vais pas lui donner un width à 100%, parce que là, il est stretch. Et il occupe déjà 100% de l'espace qui lui est alloué, donc c'est déjà pas mal. OK. Bon, on va lui donner un padding de 0,75 rem, voilà, histoire que ça respire dans le button, voilà, quelque chose de plus gros, plus moderne. On va arrondir les bords avec la propriété border radius et on va les arrondir de 6 pixels. On va retirer la bordure du bouton, on va dire je ne veux pas de bordure autour du bouton, donc border à none. On va définir une couleur de fond. À notre button, on va partir sur des couleurs bleues, donc on va prendre un 185 FA5 et par contre le texte lui sera écrit en blanc, sinon on ne le verra pas. Voilà à quoi ça ressemble. Bien, on va modifier également
la taille du texte. On va faire un font size et on va dire par exemple un rem. Et puis on va également modifier son empattement avec un font weight de 500. Également, chose importante, c'est quand on passe sur le bouton, ce serait bien de changer le curseur, le pointeur de la souris. Donc on va chercher la propriété curseur et on va lui dire pointeur. Voilà, comme ça, c'est plus interactif. Alors, en parlant d'interactivité, il pourrait être intéressant pour nous de dire, lorsque le pointeur de la souris va passer sur le button, donc on va lui rajouter la pseudo-class over, et on va modifier la couleur du background color. Donc, on va récupérer cette propriété pour la changer et la passer en 0C447C. Hop là, attention. Il y a un petit peu trop de choses. Donc j'ai dit 0C447C. Voilà, donc si je fais dessus, voilà à quoi ça ressemble. Et si on veut que ça soit plus harmonieux, on fait une petite transition. Et on dit que pour le background color, eh bien il mettra 0,2 secondes. Alors j'ai pas mis les 2 points. Ok. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, voilà, ce qui va pas, c'est parce que j'avais pas le point virgule au-dessus. Donc voilà ce qui se passe. Et puis également, alors je vais pas cliquer dessus parce que là ici, je suis sur le serveur local, d'accord, de mon IDE. Donc je vais pas cliquer sur le bouton parce que sinon ça va pas reloader la page, hein, on en avait parlé l'autre jour. Et là je vais juste aller chercher la pseudo-classe active, voilà, et on dira que quand on va cliquer sur le bouton, on va réduire la mise à l'échelle. Donc c'est la propriété transform, c'est la fonction scale, ça va de 0 à 1 et on va la passer à 0,99. Voilà. Bon, là on est fin prêt pour la suite et donc du coup je vais changer, je vais passer directement sur le fichier natif et non pas en passant par le serveur. Allez, on poursuit et donc cette fois on va aller récupérer les informations rentrées dans les champs de formulaire en JavaScript. Mais avant, donc vous voyez là ici je suis passé directement, j'ai double-cliqué sur mon fichier pour passer directement dans mon navigateur, ce qui me permet ici, voilà, de montrer un petit peu l'effet qu'on vient de faire ici avec le bouton active. Donc là ici on fait bien un reload de formulaire. Chose qui n'est pas possible en passant par le live server. Donc ici, on y va, on va passer en JavaScript. Alors qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut capter la soumission du formulaire. Donc déjà, il faut qu'on capte le formulaire. Donc on va faire une constante qu'on peut appeler form qui va être égale à document.query selector. Quel sélecteur je veux? Je veux le sélecteur form. Voilà. Donc là, ici, on a récupéré notre formulaire. Et après, qu'est-ce qu'on veut? On veut écouter la soumission du formulaire. Donc, on va le chaîner avec un écouteur d'événements pour écouter l'événement de soumission. Deuxième paramètre, une fonction anonyme ou une fonction fléchée. Ça revient au même. Voilà. Et ici, on va mettre un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. Et en paramètre, on va lui donner un paramètre E, ce qui va nous permettre de pouvoir arriver à la fonction prevent default et de cette façon, on vient de tuer le comportement par défaut du formulaire, donc on n'aura pas le reload, ce qui va nous permettre de pouvoir capter les différentes valeurs dans la console. Ah justement, nous, ce que l'on veut maintenant, c'est pouvoir écrire dans cette fameuse console. Alors déjà, par exemple, si je fais un console.log et que j'écris retour du formulaire, voilà, ça doit marcher. Voilà, ici je vais mettre un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. On va actualiser, voilà, on va faire un clic droit, on va dire inspecter la console, on va appuyer sur le bouton et m'écrire retour du formulaire. Donc jusque là il n'y a pas de souci. Alors maintenant ce qu'on veut c'est récupérer les valeurs entrées dans les champs. Donc déjà on va créer une variable qu'on va appeler data avec un S, on va récupérer plusieurs et cette variable va être une variable d'instance puisque ça va nous permettre ici d'instancier un nouvel objet forme data pour récupérer les datas issues du formulaire, lequel est bien notre formulaire qui est rangé dans notre constante forme. Ok, ça c'est bon. Alors l'autre fois on avait écrit dans la console, on avait été capté chacun des champs de formulaire. Là ici on va s'éviter cette peine, c'est-à-dire qu'en fait on va boucler
on va créer une boucle et on va récupérer ainsi tous nos différents champs de formulaire. Ça sera plus simple. Donc on va mettre en place une boucle for. Voilà, on ouvre, on ferme nos accolades pour dire qu'est-ce qui va se passer avec notre boucle. Donc déjà, ici on va créer une petite variable data pour venir parcourir notre variable d'instance à qui on va chaîner une petite méthode qui sera la méthode entries. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode entries? Eh bien ça va nous permettre de pouvoir aller capter le couple clé valeur, c'est-à-dire en fait ici on va aller chercher la clé name, d'accord, et puis donc ici peu importe ce que ça vaut, ça peut valoir email, ça peut valoir prénom, ça peut valoir tout ce qu'on veut, c'est nous qui l'avions défini. Et la deuxième clé que ça va récupérer, c'est la value, c'est-à-dire la valeur entrée dans le champ du formulaire. Voilà, donc là une fois qu'on a ça, on est tranquille. Maintenant, on peut écrire dans la console. Donc, on va faire un console.log. Tiens, je vais faire la concaténation moderne. Là, ici, on va mettre... alors, on va appuyer sur Alt-GR 7 pour avoir les petits caractères accentués. Et donc là, du coup, ça me permet de montrer comment on fait comment on exprime les variables de manière moderne en JavaScript. Voilà, c'est $ et accolade. Et dedans, on a juste à mettre le nom de la variable. Alors, le nom de la variable, c'est quoi? Bien, c'est cette variable-là. D'accord? Ce qu'on vient de déclarer dans notre boucle. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, lui, il nous retournera un couple clé-valeur. Donc, il va nous retourner un tableau. La première clé, c'est la clé name. La deuxième, c'est la clé value. Donc, moi, ici, je vais écrire la valeur de la clé. Donc, là, ici, la valeur de la clé, ça sera 0. Ce sera la première valeur. Ensuite, on va mettre un espace, enfin 2 points et un espace. Et ensuite, je vais mettre une virgule et je vais écrire la deuxième deuxième valeur de mon tableau, donc qui est value, c'est ce qui aura été écrit dans le champ du formulaire. Donc c'est la clé 1. Voilà. CTRL S. C'est bon? On y va, maintenant on va tester. Alors il faut que j'actualise mon truc par contre, voilà. Donc là ici on va tester, texte libre, texte, je vais dire ceci est le texte. Email, je vais mettre toto@mail.fr. Téléphone, je vais mettre 06 55 44 77 88. Et l'URL du site, je vais mettre http google.com/google.fr. Ok. Donc on clique sur voir les valeurs dans la console, et ça fonctionne. Retour du formulaire, texte, ceci est le texte, email toto@mail.fr, le tel qu'on a rentré ici et l'URL, voilà, qu'on vient de rentrer. Bien, donc là je suis revenu à mon live serveur, c'est quand même mieux ici de pouvoir faire automatiquement en fait, de transcrire automatiquement ce qu'on écrit, et de toute façon vu qu'on a fait un e.prevent default ici, il nous embête plus quoi qu'il arrive. Bien, retour au HTML, ici on avait fait une section avec les types textuels, et bien ici on va faire une nouvelle section. Voilà, et elle va contenir, alors on va mettre un titre de niveau 2, on va dire les types nombres. Ok. Il y en a deux. Il y aura deux types nombres. Le premier, ça va ressembler au champ, ça sera un champ input, sauf qu'il aura un type number. Et s'il a un type number, ça veut dire qu'on ne pourra écrire que des nombres à l'intérieur. On ne pourra pas mettre de caractère alphabétique. Bon, on va voir ça ensemble. On va faire une boîte div à qui on va donner la classe forme groupe. Voilà, comme ça on récupère notre CSS, on met en place un petit label. Voilà, on va lui dire nombre par exemple, et ici on va dire nombre. Ok. Et là, mettons en place notre champ input. Et ce sera un champ input de type number. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc du coup automatiquement, ici vous voyez que là ici on a des petites flèches qui nous permettent de pouvoir monter, descendre, donc incrémenter ou décrémenter
les nombres, hein, autant qu'on le veut. Et si on passe sous 0, on a des nombres négatifs. Alors ici, alors déjà on va relier, hein. Donc on va donner une valeur à l'ID, la valeur nombre, et puis une au name. Cependant, ici, on va, si vous le voulez bien, écrire nos attributs l'un en dessous de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y en aura un petit peu, il y en aura beaucoup, donc pour un souci de lisibilité, je préférais faire cela. Bien, on va donner une valeur minimum qu'on va accepter dans ce champ. Ça veut dire ici, il ne pourra jamais y avoir de valeur négative. Voilà, s'il y a une valeur négative, elle ne passera pas à la validation du formulaire. Et on pourrait donner aussi une valeur maximum, par exemple 100. Donc là, du coup, ça voudrait dire clairement que ici, donc si j'appuie là-dessus, on monte, 1, 2, 3, etc. Et si je décrémente que j'arrive à 0, vous voyez que là, je ne peux pas passer en dessous de la valeur 0, puisque c'est sa valeur minimum. Et là, on ira de même pour l'autre borne. Après, on peut donner le pas. Donc, c'est le step. Si par exemple, j'écrivais 5, voilà, que je clique là-dessus, et bien, le pas est de 5 en 5. Si je veux que ce soit comme tout à l'heure, de 1 en 1, alors à ce moment-là, le step, je le passe à 1. Et enfin, je peux rajouter un placeholder, parce que ça, j'ai le droit. Et là, je peux écrire n'importe quoi, d'accord? C'est-à-dire que je peux me servir des lettres alphabétiques, voilà. Placeholder, et je vais mettre entre 0 et 100. CTRL S. Et là, automatiquement, pouf, c'est écrit entre 0 et 100. Alors, ça ne m'empêche pas d'écrire -7. Ça ne me l'empêche pas. Par contre, à la validation, ça passera pas. Ça ne sera pas accepté. Il n'y aura pas la valeur -7. Je ne peux pas écrire A. Si vous appuyez sur A, vous n'y arriverez pas. Si vous appuyez sur tous les lettres, voilà, ça marchera pas. Par contre, si vous appuyez sur E, ça marche parce que E représente l'exponentielle. Voilà. Ok, donc là, on a parlé donc de ce premier champ. Le deuxième, c'est le range. Et on va voir comment on fait ça. Donc là, pareil, on va refaire une boîte div à qui on va donner la classe form group. Donc là, ici, on va dire form group. Voilà. Et là, on va mettre en place notre range. Alors, on va mettre un label. Toujours pareil, je vais l'appeler curseur, voilà, curseur. Et ici, le label, on va écrire le mot curseur. Ok. Maintenant, pour pouvoir faire un range, c'est un input de type range. Voilà, tout simplement. Pareil. Là, ici, ce qu'on va faire aussi, on va mettre les attributs l'un en dessous de l'autre de manière à proposer tout ce que j'ai à vous proposer. Et puis ici, on va le mettre en relation. Donc ici, curseur. Et pour le name, on va écrire curseur. Ça ressemble à quoi? Ben voilà, vous voyez, c'est ça, en fait, le curseur. D'accord? Alors maintenant, comment ça marche ce truc? C'est pareil, je peux lui donner une valeur minimum, je peux lui donner une valeur maximum. Donc en minimum, min. En minimum, je vais dire 0. En maximum, je vais dire 100. Vous mettrez bien les valeurs que vous voulez, hein, d'accord? Ça, il n'y a pas du tout de souci. Après, je peux lui donner une valeur par défaut, donc value, par exemple 50, à la moitié. Donc ça veut dire que quand on arrive, pouf, le truc, il est calé à 50. Voilà. Après, ce qui pourrait être sympa, et ça, on va le faire après avec le JavaScript, c'est-à-dire en fait ici d'écrire la valeur du curseur. Alors là, nous, comme on l'a créé, on l'a mis à 50, ici je vais créer sa valeur et je vais dire curseur, tu vas être à 50. D'accord? Donc là, du coup, il m'écrit 50. Par contre, si je veux après le manipuler en JavaScript, eh bien, il va être préférable pour moi de l'enfermer dans une paire de balises span. Voilà. Et ensuite, notre paire de balises span, on va l'identifier. On va dire, par exemple, tu vas avoir un identifiant qui sera curseur-valeur. Voilà. Et ensuite, eh bien, ça nous permettra à nous de pouvoir écrire la valeur au fur et à mesure que le curseur va évoluer. Bien, donc là ici,
place au JavaScript. Donc là, on y va. On va aller... je vais mettre un petit commentaire ici et on va écrire range. Voilà, c'est pour le range. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer notre curseur. Et notre curseur, on lui a donné un identifiant. Il est là. Il a l'identifiant curseur. Donc, du coup, on va faire const curseur. Donc, tu vas être égal à document.getElément by ID. On va prendre l'élément HTML qui a l'identifiant curseur. Voilà, ça c'est vu. C'est fait. Après, ce qu'on veut, c'est écrire la valeur. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un span. Et le span, il est où? Il est là. Et lui, il a la valeur curseur, enfin, il a l'identifiant curseur valeur. Et ben, allez, c'est parti. On va dupliquer cette ligne. On va créer une constante qu'on va appeler curseur valeur qui va être égale à document.getElément by ID. On va récupérer l'élément HTML qui a l'identifiant curseur valeur. Ok. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écouter sur le curseur, donc le input qui va y avoir ici. D'accord? Donc là, on y va, on prend notre constante curseur, on lui associe un écouteur d'événements et on écoute le input. Et ensuite, comme on a fait précédemment, on met en place une petite fonction anonyme ou bien une fonction fléchée, ça revient au même. Bon, et là, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, tout simplement, ce que l'on veut, c'est ça va bouger. Et donc, ce qu'on veut, c'est écrire dans curseur valeur la valeur. Voilà. Donc, à ce moment-là, si on veut, on récupère notre variable curseur valeur. Et si on veut écrire dedans, on peut aller chercher la propriété texte contente. Et on va lui dire, à ce moment-là, on va aller chercher là-dedans ce qu'il y a d'écrit dans cet attribut. Donc, pour pouvoir aller chercher là-dedans, c'est notre constante curseur. Voilà. Et si on veut aller accéder à l'attribut valeur, value, c'est value qu'il faut lui dire. Alors, attention à ça. Ouais. Donc, j'écris value, je vais mettre un espace, je reviens, je mets mon point virgule. Voilà, ça c'est des petites farces de notre éditeur de code. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ben, regardez, ça marche très très bien. Voilà. Et là, si je vais à la maximum, c'est 100 et à la minimum, c'est 0. Donc, voilà comment on est capable ici, vous voyez, de pouvoir manipuler notre curseur. Et de la même façon, si je voulais récupérer ici la valeur rentrée, et je mets 50 par exemple, hop, je vais ici inspecter mon DOM, voilà, inspecter mon document, je vais cliquer là-dessus, et voilà, donc là ici, on récupère bien l'ensemble de nos valeurs, donc 50 c'est celle qu'il y a écrit dans le champ nombre, 51 c'est celle qu'il y a ici, dans notre, voilà, là ici ça se met pas à jour tout seul, c'est tout à fait normal puisque ici c'est sur un écoute d'événement et l'écoute d'événement c'est celui-là, c'est celui du clic sur le bouton. Donc là ici il récupère bien la valeur et il nous l'affiche. Allez, maintenant on va passer à une autre section, à une nouvelle section et on va parler des types date et heure. Donc les types date et heure. Bon, voilà, donc là ici notre nouvelle section est en place. Pareil, on va faire une petite boîte div avec la classe form group, voilà. Alors pour la date, donc là pareil, hein, on fait un label for, je peux écrire date si je veux, et puis ici je vais écrire date, et on va faire un input, et bien de type date. Et là il y a un petit widget qui est mis en place par le navigateur. On va voir ça ensemble. Donc là ici je vais lui dire name date et puis id date, voilà, et regardez, voilà, donc là ici il suffit d'appuyer là-dessus et on récupère la date. Alors pour rien vous cacher, aujourd'hui on est le 22 avril, voilà, et donc du coup ça nous met la date. Et de la même façon, si on valide, hop, je vais faire inspecter la console. Voilà. Si on valide notre formulaire, eh bien, on va récupérer la date ici au format américain 2026 04 22.
Ok. Je vais fermer ça pour l'instant. On va faire donc un autre type. Je vais prendre ça, on va dupliquer, je vais même mettre l'espace avec. Voilà, on va dupliquer ce groupe. Et ici, on va voir pour écrire l'heure. Voilà, donc là ici, je vais dire label fort et on va dire heure. Heure. Alors, déjà que je sache écrire heure. Voilà. On va donner la même valeur à l'ID, au name. Et le input, eh ben ici, c'est de type time. CTRL-S. Voilà à quoi ça ressemble. Heure, minute, vous voyez. Et ici, si on appuie, eh bien, on va chercher, par exemple, 20 heures, 38 minutes, voilà. Donc, tout simple. Ensuite, qu'est-ce qui existe encore? Voilà, on va dupliquer. On a le type months, le mois. Donc là, ici, je vais écrire mois. Et ici, on va dire label fort mois. Voilà. On va donner cette valeur à l'ID et au name. Et donc ici, c'est un type months. Voilà, pour mois. CTRL-S, voilà. Donc là, ici, pareil, on choisit le mois. Donc si je voulais choisir janvier, ça me donne l'année puisque je peux choisir l'année. Donc là, ici, on a vu au niveau de notre console, mais je vais tout récupérer de manière à ce qu'on voit maintenant. Je vais dire 20h39 par exemple. Voilà, ici, on va aller inspecter notre console, donc pour que ça fonctionne. On va appuyer sur le bouton. Donc là, ici, on a la date, l'heure et le mois. Donc, pareil, format américain. Année-months. Après, on peut avoir encore des choses un petit peu plus poussées. Alors, je vais fermer la section. Je vais juste récupérer le H2. Voilà, on va fermer la section. On va recréer une nouvelle section. Et ici, H2, on va aller... H2. Et on va aller chercher... Ici, ce serait type fichier ou bien couleur. Les types fichier ou les types couleur. Voilà, couleur. Donc le type fichier, vous savez quand on veut envoyer un fichier, faire un upload de fichier. Alors ici, comment... Alors, attention, j'ai un double H2, je sais pas ce qu'il m'a fait. Ok, allez, on y va. Donc là, on va faire une boîte div à qui on va donner la classe form group. Voilà. On va faire pour un fichier, donc pareil, un label fort. Non, c'est pas bon, je recommence, désolé, je retape, label fort. Ok, et l'indentation qui va bien, sinon c'est pas terrible. Et ici, on va l'écrire par exemple fichier, et ici, on va écrire le mot fichier. Et pour pouvoir récupérer ce petit champ qui va nous donner la possibilité ici de pouvoir envoyer un fichier, on aura un input de type file. Voilà. Donc là ici, au niveau de son name, on va dire fichier. Au niveau de son ID, on va dire fichier. Voilà. Bon, je fais que le présenter parce qu'il y a d'autres choses encore. Il y a un attribut qu'il faut rajouter ici. Voilà, c'est un attribut type. Voilà, et lui dire la valeur multipart form data. Sinon, en fait, on ne peut pas envoyer de fichier. D'accord, c'est un attribut qu'il faut absolument mettre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors ici, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Donc quand l'utilisateur il clique là-dessus, ça ouvre l'arborescence de la machine. Voilà. Et du coup, ça permet ici de sélectionner un fichier pour pouvoir l'envoyer. Voilà. Par défaut, c'est marqué aucun fichier choisi. Voilà. Alors, si je veux... donc là, je suis soumis au input. D'accord, à la largeur et tout ça, je peux laisser, je vais laisser. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on est bon. Donc du coup, on va refaire encore une boîte div. On va lui donner une classe form data et on a les couleurs. Alors pareil, on va faire un label fort et on va l'appeler couleur. Voilà. Ici, je vais écrire
couleur. Et là, pareil, ça sera un input de type color. Et là, ça va nous donner un puits de couleur. Donc là, au niveau du name, je vais dire ça, color. Au niveau de l'ID, je vais dire ça. On va revenir à la ligne. Puisque là, ici, on va rajouter un attribut. Et l'attribut qu'on va rajouter va nous donner la couleur qu'il y aurait par défaut dans notre puits de couleur. Donc l'attribut, ce serait l'attribut value, et on va lui donner en couleur un code, une valeur en hexadécimal. Non, j'y arrive pas, c'est pas bon. En hexadécimal, donc le hashtag, après c'est RVB. Donc R, on va dire 18, V, on va dire 5F, et bleu, on va dire A5. Voilà. Donc là, ici, je fais CTRL S. On a ici notre puits de couleur. Quand on appuie dessus, pouf, on l'a. D'accord? Alors ici, elle est exprimée en RGB. Voilà. Donc ici, on choisit la couleur. Hop, je prends celle-ci. Voilà. Et donc, du coup, ça va nous récupérer la couleur. Couleur qu'on le récupère évidemment ici dans notre console. Voilà. Donc là, si je fais ça, ici, il me récupère la couleur en hexadécimal. Et vous voyez que là, le fichier, voilà, ici, ça nous envoie plein d'informations que je vais pas ici trop m'étaler là-dessus, mais disons que si, tiens, il y a un petit truc que j'aurais éventuellement pu faire. Est-ce que j'ai ici, on va remettre les trucs l'un en dessous de l'autre. En fait, bon, ça c'est assez particulier, l'envoi de fichiers, puisque ça doit vraiment être contrôlé en back-end, parce que là, il faut faire attention à ce qu'on ne reçoive pas des trucs, des exécutos ou tout ça, donc c'est quand même assez complexe. Mais par contre, au niveau front, on peut éventuellement ajouter un petit attribut qui s'appelle accept, voilà, et on peut dire on accepte, par exemple, que des images. Donc, image / étoile. Et là, ça veut dire je n'accepte que des PNG, des JPEG, etc. Mais ça, c'est pour amuser la galerie. Hein. C'est vraiment côté front. Vraiment, là, après, la sécurité, en fait, elle se fait au niveau côté back. Si on veut accepter plusieurs fichiers à envoyer, en fait, on met l'attribut multiple et là, à ce moment-là, on pourra accepter plusieurs envois de fichiers. Voilà, puis si je veux voir la couleur ici également, on peut alors attention, j'ai un point virgule, on peut manipuler ça en CSS, on peut aller chercher le input, celui qui a le type color, comment on écrit ça. Alors les inputs sont là, voilà, je vais dire, je vais isoler le input qui a un attribut, donc c'est décroché, type égale color. D'accord? Donc là, ça veut dire que je ne parle que du input qui a le type color, les autres je les ignore. Donc on pourrait lui donner par exemple un width de 48 pixels, un height de 40 pixels, voilà, on pourrait lui dire tu n'as pas de background, voilà, background none, voilà, je ne te donne pas de background. Après, on pourrait mettre un petit padding de 2 pixels pour que ça respire à l'intérieur. Une petite bordure, hop là, attention, je suis pas allé à la ligne. Une petite bordure de 1 pixel solide, voilà, et en termes de couleur, on va choisir du D1, D5, DB. On va faire CTRL S et là du coup on voit maintenant la couleur. Voilà, donc la couleur qui a été choisie, automatiquement il va récupérer ce qu'il y a dans la value et il va nous l'afficher. Bon, et bien voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo, et puis je vous donne rendez-vous pour la suite encore des aventures sur les formulaires HTML.